Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est l'heure de Territoire Sénat maintenant avec les titres de l'actualité parlementaire ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Christophe Castaner sera-t-il auditionné au Sénat cette semaine? Le ministre de l'Intérieur est la cible des critiques après ses propos sur les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. Les socialistes demandent son audition devant la commission des lois. Les communistes veulent, eux, la mise en place d'une commission d'enquête. Emploi, apprentissage ou écologie du quotidien. Édouard Philippe réunit ce matin à Matignon élus, partenaires sociaux et acteurs associatifs autour de plusieurs priorités. Des grands chantiers devant faire l'objet d'une mobilisation nationale. Objectif, apporter des réponses concrètes aux doléances exprimées lors du grand débat. Et justement, alors que l'écologie sera au menu des discussions ce matin à Matignon, quelle est la place de la transition énergétique dans l'orientation du quinquennat d'Emmanuel Macron? L'écologie est-elle la grande oubliée de la politique gouvernementale? Nous en parlerons avec une spécialiste de la question, la sénatrice socialiste Angèle Préville. Christophe Castaner sera-t-il auditionné au Sénat cette semaine? Le ministre de l'Intérieur est la cible des critiques après ses propos sur les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. Les socialistes demandent son audition devant la commission des lois. Les communistes veulent, eux, la mise en place d'une commission d'enquête. Explication, Samia Dechir. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je n'aurais pas dû l'employer. Un mea culpa plutôt timide. Christophe Castaner regrette le choix de ces mots, mais l'entrée de manifestants dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière le 1er mai dernier reste à ses yeux une intrusion violente. La violence pour les manifestants en question était plutôt du côté des forces de l'ordre. D'après leurs témoignages, ils tentaient surtout de fuir les gaz lacrymogènes et les charges policières. Une version confirmée par des membres de l'hôpital et attestée par plusieurs vidéos. Pour les sénateurs communistes, Christophe Castaner a menti sur les événements et doit démissionner. Il demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Nous demandons à la commission des lois du Sénat d'engager une commission d'enquête sur les conditions d'organisation de maintien de l'ordre durant la manifestation parisienne du 1er mai 2019. Les sénateurs socialistes préfèrent pour l'instant s'en tenir à une audition du ministre de l'Intérieur. Eux aussi ont saisi la commission des lois. Pour l'instant, ce que nous voulons d'abord et avant tout, c'est entendre le patron des policiers en tant que tel. Donc nous sommes dans une même philosophie, mais nous voulons d'abord entendre le patron et peut-être que dans la foulée, il y aura la nécessité d'une commission d'enquête. Mais pour l'instant, la commission des lois n'a pas encore donné suite. D'après nos informations, elle ne serait pas favorable à une audition de Christophe Castaner. Alors justement, sur la situation délicate du ministre de l'Intérieur de Christophe Castaner, je propose d'écouter Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes. Elle était notre invitée à l'instant. Christophe Castaner n'en est pas là à son premier fait d'armes. Il a quand même, au moment de l'affaire Geneviève Leger à Nice, il a dit qu'elle était tombée toute seule, alors qu'en réalité, les premiers éléments d'enquête prouvent qu'elle a été poussée par un policier. Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur qui va dans des écoles expliquer comment marchent des LBD, ou qui dit que les ONG qui sauvent des vies en Méditerranée sont les complices des passeurs. Donc la liste commence à être longue s'agissant de ce ministre, et son attitude surtout la plus irresponsable est dans le maintien de l'ordre, où il y a plus de 2000 blessés, c'est colossal, des gens qui ont perdu une main, un œil, et on a bien vu que son attitude en matière de maintien de l'ordre est extrêmement dangereuse, et je crois qu'il doit partir. Emploi, apprentissage ou encore écologie du quotidien. Édouard Philippe réunit ce matin à Matignon élus, partenaires sociaux et acteurs associatifs autour de plusieurs priorités. Des grands chantiers devant faire l'objet d'une mobilisation nationale. Objectif, apporter des réponses aux doléances exprimées lors du grand débat. Adrien Develay. Partenaires sociaux, élus, associations et membres du gouvernement, ils seront tous autour de la table. L'objectif, faire émerger des solutions face aux défis sociaux et environnementaux. La mobilisation sera pilotée par le ministre de la Transition écologique François de Rugy, la ministre du Travail Muriel Pénicaud et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Avec ce rendez-vous, le gouvernement espère faire un état des lieux des dispositifs pour le travail déjà existant et prendre de nouvelles mesures pour accélérer l'emploi, la formation et accompagner les transitions écologiques et numériques. De leur côté, les syndicats et les associations viennent aussi avec des propositions. Parmi elles, l'attribution obligatoire d'une prime de transport pour les salariés, l'encadrement des rémunérations dans les entreprises, des aides au logement renforcées et un pacte de mobilité pour les jeunes.
Les organisations non gouvernementales espèrent aussi une prise en compte bien plus importante de la question écologique dans les futures décisions. Emmanuel Macron avait annoncé vouloir construire un nouveau pacte productif. Autour de la table, beaucoup d'acteurs et tous espèrent être entendus. Voilà, on poursuit l'examen de l'actualité parlementaire ainsi que l'éclairage de cette actualité. Dans un instant, c'est la rubrique L'œil 2. À tout de suite. Bonjour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire. Merci d'être présent sur ce plateau ce matin pour nous éclairer. Bonjour. Se tient donc à Matignon ce matin, on vient de le voir, une grande conférence sur l'emploi et la transition énergétique autour des partenaires sociaux, des élus, des associations. De quoi s'agit-il exactement? Quel est l'objectif pour le gouvernement? C'est la fin de la République managériale et c'est le retour à la République sociale. C'est-à-dire que en fait, l'idée, c'est de réintégrer les corps intermédiaires dont on dit qu'ils ont été quelque peu écartés depuis le début de ce mandat dans la production de la décision publique. Et c'est bien tout l'enjeu de cette conférence, de ramener vers soi les syndicats, les associations et les élus territoriaux afin de pouvoir les associer à la mise en place de tout un ensemble de mesures. Qu'est-ce qu'il a à gagner, Emmanuel Macron, dans ce grand retour des corps intermédiaires? Il a essayé depuis le début de son mandat d'avoir un dialogue direct avec les Français. D'autres termes, en essayant de bypasser ou de contourner justement tous ces éléments, tous ces ferments qui constituent à la fois la démocratie sociale et la démocratie territoriale. Manifestement, il a manqué de relais. En tout cas, il doit considérer qu'il a manqué de relais dans la pédagogie et dans l'explication de sa politique et surtout aussi dans l'association de toutes ses forces à sa politique. Le retour, en effet, de ces corps intermédiaires, c'est un moyen d'en revenir finalement à une république peut-être un peu plus ancien monde que nouveau monde. Cette grande conférence organisée donc ce matin à Matignon, ça rappelle quand même un peu les conférences sociales organisées sous François Hollande. Oui, mais on explique bien du côté de Matignon qu'il s'agit finalement d'un exercice assez différent pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on intègre de nouveaux acteurs, notamment les acteurs associatifs qui seront autour de la table. Et ça, c'est un point nouveau par rapport aux conférences organisées par François Hollande. Et surtout, c'est l'idée de travailler sur des sujets extrêmement concrets pour arriver à des décisions qui impactent très vite la vie quotidienne des Françaises et des Français. Donc il y a là, en tout cas, dans le message qui est envoyé sur le plan de la communication politique, la volonté de se démarquer de ce que faisait François Hollande. Oui, c'est de répondre très concrètement aux doléances exprimées lors du grand débat. Quel est le rôle des élus locaux dans cette démarche? Les collectivités locales, les élus vont être chargés de décliner cette mobilisation dans les territoires. C'est ce que nous dit en tout cas Matignon. C'est un rôle important parce que la crise que l'on traverse a d'abord été une crise des territoires. Donc il s'agit bien de remettre les territoires dans le processus, encore une fois, de production de la décision publique. Donc le rôle est en effet, de ce point de vue-là, extrêmement essentiel. Et l'affichage, en effet, qui est en tout cas mis en avant, répond en tout cas à cette nécessité. Il y a un deuxième aspect, c'est aussi, et ça c'est je crois l'aspect important, c'est qu'il s'agit aussi au niveau du contenu de la conférence de réconcilier deux finalement problématiques qui sont apparues antagoniques au moment du démarrage de la crise, c'est-à-dire l'écologie et le social, c'est-à-dire faire en sorte que l'on accompagne socialement la préoccupation écologique. L'emploi et la transition énergétique dans les territoires, justement. L'emploi et la transition énergétique dans les territoires, et rien de mieux que de s'adosser et de s'appuyer sur les élus pour essayer de mettre en place des politiques nouvelles. Et là, justement, pour terminer, les parlementaires, les sénateurs ont un rôle à jouer en tant qu'élus locaux, en tant que relais dans ces territoires, justement. Ce sont en tout cas des relais absolument essentiels parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et notamment les sénateurs qui, il ne faut jamais oublier, sont les élus des élus. Merci. Très bien, merci beaucoup. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et parlementaire pour ces éclairages. On va passer tout de suite au face-à-face dans un instant. À tout de suite. Bonjour Angèle Préville, vous êtes sénatrice socialiste du Lot. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour ce face-à-face. Bonjour. Bonjour Angèle Préville, merci d'être là avec nous ce matin. La gauche demande donc, on l'a vu, et l'audition de Christophe Castaner et la mise en place d'une commission d'enquête, ça ce sont pour les communistes. Est-ce que vous y êtes favorable tout d'abord à cette audition? Oui, bien sûr, j'y suis favorable. Pour quelle raison? Eh bien, pour la raison qu'il me semble que le droit de manifester est un peu remis en cause actuellement. J'étais moi-même à la manifestation du 1er mai et je dois dire que je n'avais jamais connu ça.
c'est-à-dire le fait qu'on soit dans une nasse et qu'on ne puisse pas repartir d'une manifestation. Et puis sur le fait que, en tant que ministre, il a une grande responsabilité sur sa prise de parole, notamment quand on évoque l'attaque d'un hôpital. Enfin, ça me semble quelque chose qui est propre à créer de l'émoi. Et comme c'est le chef de tous les policiers en France, bien sûr que sa parole a un impact. Et il me semble qu'il devrait être plus mesuré, ou en tout cas prendre une connaissance réelle du dossier avant de s'exprimer. Enfin, ça me paraît juste essentiel. Vous l'avez dit, vous étiez donc dans les rues de Paris, justement, lors des événements du 1er mai. Quel est votre ressenti de ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu ces événements, ces manifestations? Alors d'abord, je dois dire qu'en tant que personne de gauche, depuis toujours, j'ai manifesté. J'étais professeur dans une vie antérieure et c'est la première fois. Alors je n'avais pas trop l'habitude de manifester à Paris, mais c'était une manifestation complètement bon enfant. Avec des gens de tous âges et notamment des personnes âgées, puisqu'il y avait les retraités de la CGT. J'étais à un moment proche d'eux. Je suis venue là parce que je voulais voir justement comment ça se passait. Il y avait des familles avec des poussettes. Il y avait aussi beaucoup de casseurs qui ont créé beaucoup d'échauffourées. On ne peut pas le nier, on a tous vu les images. Oui, mais moi, je n'ai pas vu tout ça. C'est-à-dire que tout le long, je me suis promenée le long de la manifestation. Donc j'ai côtoyé plein de gens. C'était très bon enfant, tout le monde se parlait. J'étais à un moment avec ceux qui manifestent pour le climat, contre le réchauffement climatique. Et je dois dire que c'était assez frappant de voir sur les bords des CRS massés le long de certains bâtiments et le long de toutes les petites rues adjacentes. Et on voyait bien, quand on était là, qu'on ne pourrait pas partir. Parce que CRS, casque, bouclier, etc., c'était assez impressionnant. Et au moment où, au loin, on entend des détonations et on commence à sentir un peu, moi j'étais pas proche de là, mais qu'il y a des bombes lacrymogènes qui ont été lancées, que tout le monde commence à refluer et que se crée un mouvement de panique et qu'on veut sortir, on ne peut pas. Donc moi j'avoue que j'ai eu peur et j'en ai pas dormi de la nuit suivante. Donc en tout cas vous demandez des explications sur ce qu'il s'est passé. Sur un autre sujet, la conférence organisée ce matin à Matignon autour d'Édouard Philippe, autour des élus, des syndicats, des partenaires sociaux. C'est le retour, on l'a dit, des corps intermédiaires. On a beaucoup reproché notamment à Emmanuel Macron de se couper de ces corps intermédiaires. Est-ce que vous saluez tout d'abord ce changement de méthode? Oui, bien sûr, je trouve que évidemment il est plus que temps de renouer un lien avec tous les corps intermédiaires parce qu'ils sont absolument nécessaires pour établir le dialogue avec l'ensemble des Français, tout simplement. Vous en attendez beaucoup de cette conférence? Vous pensez que des choses concrètes peuvent en sortir? Oui, bien sûr, parce que j'ai confiance dans les corps intermédiaires qui sont habitués à ce genre de négociations et qui auront sûrement des solutions à proposer. Quelques mots sur un sujet qui vous intéresse. Vous vous êtes exprimé à ce sujet-là, le projet de réforme des institutions qui va faire son retour, on le sait, l'été prochain. Est-ce qu'il vous inquiète notamment la réduction du nombre de parlementaires? Le Lot, votre département, pourrait perdre quasiment toute représentation parlementaire. Oui, je suis très inquiète parce que nous sommes un département très peu peuplé. Nous avons environ 170 000 habitants pour une superficie équivalente à n'importe quel autre département. Donc un département relativement grand pour peu de population, donc un territoire très rural. Nous sommes actuellement, alors il y a 2 sénateurs, il y a également 2 députés. Et moi j'ai très peur que, déjà, de toute façon, ce qui est annoncé à coup sûr, c'est que nous ne serons plus, il n'y aura plus qu'un sénateur, un député. Au pire, je ne sais pas comment seront faits, parce que ce n'est pas encore tout à fait déterminé, plus aucun représentant, ce serait possible. Or, nous avons un territoire que nous devons absolument représenter. Nous devons représenter l'espace aussi et tout ce qui a lieu sur ce territoire. Angèle Préville, avant de poursuivre cette interview, j'aimerais qu'on regarde ensemble un sujet sur l'écocide. Le Sénat a rejeté l'inscription du crime d'écocide dans le droit pénal. C'était l'initiative de votre groupe, du groupe socialiste. Objectif du texte, réprimer les crimes contre l'environnement d'une particulière gravité. Explication Adrien Develay. Avant de peut-être rentrer dans la loi française, l'écocide doit être défini. Communément, on entend par crime d'écocide la destruction délibérée et totale d'un écosystème.
Parmi les différents types d'écocides, on retrouve l'épuisement complet des ressources d'une zone, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou de bois par exemple, la mise en danger d'un écosystème, comme par la déforestation ou certaines agricultures intensives, et le trafic international d'espèces protégées qui sont installées dans cette zone. Les crimes les plus graves peuvent causer des dommages irréversibles aux écosystèmes et aux populations. Le cas qui a réintroduit la notion d'écocide dans le débat international a été l'affaire Texaco, toujours en jugement aujourd'hui. En 1964, le groupe pétrolier américain installe des concessions en Équateur. 30 ans plus tard, il quitte la région sans dépolluer le site. Il laisse derrière lui des dizaines de millions de litres de résidus toxiques, contaminant l'air, la terre et l'eau, dévastant l'écosystème autour des anciens puits de forage. Depuis 1990, plusieurs tentatives ont visé à réintégrer la notion d'écocide dans le droit international, sans succès à ce jour. Angèle Préville, pourquoi ce texte n'a pas été adopté? L'objectif paraît louable. Oui, le reproche qui a été fait dans l'hémicycle, c'était le manque de précision sur la définition de ce que peut être un écocide. Or, moi, à mon sens, c'est très clair. C'est-à-dire que ce qui a été mentionné là lors du reportage, c'est évidemment des destructions sur l'environnement et également sur les populations qui vont être atteintes de maladies jusqu'à la fin de leur vie. Vous êtes une spécialiste, je l'ai dit, de ces questions, des questions écologiques. Vous êtes membre de la commission du développement durable du Sénat. Comment vous jugez la place de l'écologie, de la transition énergétique dans la politique du gouvernement? C'est d'ailleurs un des thèmes de la conférence organisée ce matin à Matignon. Eh bien, je trouve que pour l'instant, les mesures prises ne sont pas à la hauteur des enjeux. Nous sommes devant des enjeux terribles pour notre avenir et l'avenir en particulier de l'humanité. Parce que pour ce qui est de la baisse drastique de la biodiversité, des atteintes qui sont faites à l'environnement, il y a actuellement de grandes décisions à prendre. C'est ce gouvernement qui est là au pouvoir maintenant et c'est à lui que revient de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre tous ces phénomènes-là. Donc à vos yeux, le bilan est pour l'instant plutôt décevant? Non, décevant. Moi, j'ai été très atteinte par le fait que Nicolas Hulot, en qui je plaçais des espoirs, évidemment, lorsqu'il a démissionné, ce que j'ai compris aussi par rapport à ce qu'il a donné comme motif. Et je suis très inquiète parce que là, avec le grand débat, moi j'ai participé à des grands débats sur le territoire et la préoccupation écologique, elle est chez tout le monde, y compris chez les gilets jaunes aussi. Vous êtes à l'origine d'un débat organisé au Sénat sur la pollution plastique. Justement, comment on se débarrasse du plastique? On voit que c'est difficile. Le Sénat, justement, avait repoussé, lors de l'examen de la loi Pacte, il a repoussé d'1 an, l'interdiction des ustensiles en plastique. C'est un recul, ça. Bien sûr, c'est un recul. Nous avons à agir de façon très rapide parce que la pollution des océans, parce que plus de la moitié des plastiques qui sont jetés aboutissent finalement dans les mers et les océans. La pollution est telle que de toute façon, cette pollution-là, on ne pourra pas la récupérer parce que ça va être trop compliqué. Sur un espace infini, quasiment infini, récupérer des morceaux de micro et de nanoplastiques, ça va être impossible. Donc il nous faut absolument agir en amont, en supprimant déjà ce qui paraît, si on réfléchit bien, quelque chose d'absolument ridicule, c'est-à-dire utiliser un gobelet pour quelques gorgées, utiliser une bouteille d'eau pour un repas seulement, etc. etc. quoi. Qu'est-ce que fait la France concrètement pour lutter contre cette pollution, pour limiter cette pollution plastique? Pour l'instant, pas assez. On a reculé, comme vous avez dit, les décisions. Et il faudrait qu'on ait même des décisions beaucoup plus radicales. Vous proposez quoi précisément? Moi, je propose qu'on arrête absolument tout plastique à usage, tout objet en plastique à usage unique. Qu'on arrête ça. C'est plus possible, puisque tout arrive finalement dans les mers et les océans. Alors, le plastique restera du plastique toujours. C'est un matériau qui n'est pas attaqué ni par l'air, ni par l'eau, ni par les solutions acides, basiques, etc. Donc, le plastique va se briser, va se casser. Et comme il y en a dans la nature depuis des dizaines d'années, eh bien les morceaux qui se sont brisés sont de plus en plus petits et donc de moins en moins récupérables et ont causé évidemment des dégâts irréversibles sur l'écosystème des mers et des océans, puisque sont ingérés par tous les mammifères marins, les poissons. Ils se retrouvent dans les poissons qu'on mange, dans nos assiettes. Exact, voilà.
Très bien, merci. Angèle Préville, donc sénatrice, vous militez pour le développement de prêts bancaires dédiés aux petits propriétaires ayant peine à financer les travaux de rénovation énergétique. C'est très concret. Où en est cette proposition? Évidemment, on pense au G7 de la transition écologique qui s'est ouvert à Metz hier, quand on voit cette proposition que vous avez faite. Où en est-on de cette proposition? Il faudrait en réaliser 500 000 par an, j'ai vu. C'est ça, oui. Donc on a beaucoup de retard, notamment sur l'isolation et pour résoudre le problème des passoires énergétiques. Et on a absolument à agir là-dessus, puisque cela permettrait de faire des économies au niveau de l'énergie que nous consommons. C'est absolument nécessaire, d'une part, et d'autre part, eh bien, c'est pour faire en sorte que les ménages modestes puissent regagner du pouvoir d'achat. Où en est cette proposition? Pardon ? Vous comptez la mener jusqu'où? Eh bien, nous continuerons à mener et à revenir toujours quand nous le pourrons. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans la majorité. Donc, pour nous, c'est un peu compliqué. Merci Angèle Préville. Merci beaucoup. Sénatrice du Lot, merci d'avoir été notre invitée. On passe à l'agenda. Ce qui se passe au Sénat, Saveria. Voilà, il est temps fort demain à suivre dès 14h30 l'examen d'une proposition de résolution au nom de la Commission des Affaires européennes sur la réforme de la PAC, la politique agricole commune. Ça le demande bien de la Commission des Affaires économiques et de la Commission des Affaires européennes. Le texte comporte plusieurs recommandations du Sénat, notamment autour des moyens budgétaires nécessaires pour garantir l'avenir de la PAC. À 16h45, toujours demain, mardi, les questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Et enfin, à 17h45, toujours dans l'hémicycle, l'examen d'une proposition de résolution sur le contrôle de l'application et de l'évaluation des lois. Un texte proposé par le groupe socialiste. Il propose de confier au rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi la responsabilité d'assurer le suivi de son application après la promulgation d'un texte, par exemple, rendons compte chaque année à la commission saisie au fond de l'application de la loi promulguée. Voilà, on va clôturer cette actualité parlementaire de Territoire Sénat avec dans un instant la revue des unes de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. On va démarrer avec la une de Vaucluse matin des journaux du groupe Ebra. Ce sont des dégâts et un record de vent battu. Ce sont les intempéries qui se sont abattues sur cette région notamment. Des rafales à près de 130-150 km/h et moins 25 degrés ressentis au Ventoux. Le violent Mistral qui a soufflé dans la Drôme et le Vaucluse a fait des dégâts. 2000 foyers privés d'électricité, des arbres déracinés. À Carpentras, c'est un mur qui s'est effondré sur des voitures. À Marseille, un arbre coupé en deux par le vent est tombé sur la Canebière, entraînant la coupure de la ligne de tramway. Et puis plusieurs manifestations ont également été annulées. Voilà, du côté de la météo, toujours des nappes phréatiques, une situation critique. C'est à la une de Nord-Éclair ce matin. Nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines. Le niveau de la nappe phréatique du sud de l'île, qui alimente la majeure partie de la métropole, a atteint un seuil dangereusement bas, notamment à cause de la sécheresse. Prend des mesures de restriction d'eau dans le nord. Et ce, dès le mois d'avril, c'est historique. Pourtant, au vu de l'état de cette nappe phréatique, le préfet du Nord, Michel Lalande, s'est vu contraint de placer le département en alerte sécheresse. Il est interdit de laver les voitures en dehors des centres spécialisés. L'arrosage des pelouses et des terrains de sport doit être limité. Enfin, pour les agriculteurs, l'irrigation est interdite entre 11h et 17h. Puis à la une du Dauphiné libéré, c'est une interview de Laurent Berger sur la conférence à Matignon qui a démarré ce matin. Emploi, apprentissage, écologie du quotidien. Édouard Philippe réunit ce matin à Matignon élus, partenaires sociaux et acteurs associatifs autour de plusieurs priorités des grands chantiers devant faire l'objet d'une mobilisation nationale. Nous attendons les preuves, déclare Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui sera donc ce matin reçu à Matignon. Le gouvernement devra être courageux, c'est-à-dire donc dans le Dauphiné libéré. Voilà, à la une de Midi Libre, dirigée par Olivier Biscay, ces 4 pages spéciales, ils répondent à Emmanuel Macron ce matin. 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, Midi Libre a interrogé des citoyens d'Occitanie au menu. Que pensez-vous des promesses du président? Êtes-vous content, satisfait? Retraités, enseignants, énarques ou mamans solo, tous répondent aux questions de Midi Libre dans 4 pages spéciales à lire ce matin. Voilà, on pense à nos amis de Mirabel TV, via Mirabel, télévision partenaire de cette matinale, et du Républicain Lorrain, puisque ce matin, à sa une, c'est le G7 qui a démarré donc hier à Metz. Dans les coulisses du G7, les ministres de l'Environnement, notamment François de Rugy pour la France, étaient réunis hier à Metz pour avancer vers des actions concrètes pour la biodiversité. Objectif, signer notamment une charte
de la biodiversité avant la publication imminente d'un rapport international attendu. Cette charte est censée engager les pays signataires à agir pour la protection des espèces animales et végétales. Merci Saveria pour cette actualité parlementaire spécialement sénatoriale. Et à demain. Voilà, nous on continue, on va regarder la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, froid. Puis derrière, le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les journaux télévisés, les émissions politiques ce week-end et également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos ce matin. Et puis on se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée, à demain. Merci. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Vous avez pensé ça automatiquement en tête? Ça allait être facile. Ça a été dit par les commentateurs. Ouais. Moi, je n'ai jamais cru. Et on voit aujourd'hui vous avez toujours dit l'enjeu, que ce serait difficile et que vous seriez derrière la liste de Marine Le Pen. Et moi, je n'ai pas oublié qu'aux dernières élections européennes, c'est bien le Front National qui était en tête. On voit bien que le Rassemblement National est dans un score, au niveau des sondages très serré avec la République En Marche et ses alliés. Et nous avons un projet qui est très différent de celui du Front National. Et nous souhaitons absolument rappeler aux Français que la France dans l'Europe, nous ne sommes que plus forts. J'aurais préféré avoir un adversaire principal différent de celui-là. Simplement, c'est celui-là que je combats. Ça tombe bien, c'est mon engagement de toujours. Ça tombe bien, battre l'extrême droite. C'est aussi pour ça que je suis entrée en politique. Fin de fête pour Castaner, contraint de faire un mea culpa retentissant. J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Intrusion violente, terme utilisé par la directrice, est en effet mieux adapté. Je n'irai pas demander sa démission, ça me paraît totalement disproportionné. On attend simplement qu'il joue vraiment son rôle. Et je crois qu'il faut qu'il le fasse aussi au service des forces de l'ordre qui sont épuisées par cette situation qui dure depuis trop longtemps. Moi, je sens une vraie dynamique, un vrai enthousiasme de campagne. Est-ce que vous le sentez dans les sondages que vous réalisez vous-même ? Et quand je vois des gens qui sont dans la rue si mobilisés, quand je vois qu'on a autant de gens sur nos meetings mobilisés, autant de gens qui font campagne, je suis plutôt optimiste. Oui, c'est vrai, nous sommes ceux qui votent le moins à l'élection européenne. Croyez bien que ça ne me fait pas plaisir. Et du coup, je mets en garde mes amis et nos électeurs. Moi, je comprends vos raisons qui, intellectuellement, vous poussent à dire pourquoi irais-je voter pour quelque chose que je combats. Mais si vous ne le faites pas, vous allez laisser M. Macron sortir triomphateur et vous allez voir ce qu'il va vous mettre. Les Républicains, là, actuellement, M. Wauquiez, il a un programme, c'est le nôtre. C'est limite s'il n'y a pas même les coquilles, s'ils n'ont pas reproduit les coquilles dans notre programme. J'ai dit, vous savez, au niveau national, au niveau international, dans le monde, les Chinois sont les spécialistes de la contrefaçon. Bon, disons que les Républicains en France, ce sont les Chinois de la vie politique française, quoi. Le président de la République s'est montré extrêmement motivant pour que, à la fois... C'est comme ça que vous dites quand il met la pression, il est motivant. Okay. Non, tout simplement, je vous dis ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc moi, j'ai ressenti un moment où le président de la République nous disait qu'il fallait être très motivé, très allant. Rien n'arrête Mme Le Pen, c'est assez inouï. C'est-à-dire que Mme Le Pen, pour le coup, elle a effectivement totalement changé son programme à l'occasion de l'élection européenne pour se mettre à dire exactement ce que disait la droite républicaine depuis très longtemps. Je ne vais pas faire le jeu du « c'est toi qui l'as dit le premier », mais enfin, c'est quand même complètement ridicule. Donc c'est elle qui a changé. Voilà, fin de notre édition. Demain, on reçoit Frédéric Pechnard en direct sur ce plateau dans Territoire d'Info. Il est candidat aux élections européennes sur la liste des Républicains et c'est un ancien très grand policier. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve demain aux mêmes heures. Bonne journée à tous. Au revoir.